C'est parti, let's go, yeah! Bonjour et bienvenue en direct du Salon du Cheval d'Angers pour la 3e et dernière journée du salon avec moi Carole David. Carole, c'est la dernière journée, la dernière émission. Je suis trop triste. Et oui, en plus, là, elle joue un peu la comédie, mais elle le pense vraiment. On est vraiment triste que ça se termine. Du coup, on va vous offrir un bouquet final un petit peu dans cette émission. Pendant 1 heure, on va faire plein de rencontres, on va aller découvrir plein de gens, on va parler d'élevage, on va revoir, Carole, le numéro gagnant des étoiles équestres d'hier avec magnifique la jeune Joël qui nous a régalé. Et puis, on rencontrera la garde républicaine et puis l'artiste qui nous a fait le beau décor de notre plateau qu'on va pas tarder à rejoindre d'ailleurs, Carole. Tout à fait. Mais avant d'aller sur le plateau, je vous invite à me suivre pour une petite virée shopping. C'est parti. Depuis 3 jours, je sillonne le Salon du Cheval d'Angers afin de compléter ma liste de shopping de Noël. Je suis en compagnie de Clara Bourras. Bonjour Clara, vous représentez quelle sellerie ? Alors on est Oh là la sellerie, on existe depuis maintenant 4 ans et on est situé sur Cholet, donc on est tout près d'Angers et donc on a fait notre première édition cette année. Super ça, donc une sellerie locale. Très bien, donc dans ma liste de shopping, il me faudrait des produits de soins. Qu'est-ce que vous pourriez me présenter ? Alors je pense que pour les petits produits de Noël, ce qui pourrait être cool, c'est des petits produits pour les bobos. C'est en général tout ce que nos chevaux adorent, c'est se faire la petite blessure dans les derniers moments. Donc je vous ai choisi 3 produits. Il y a déjà un petit produit Silver Cleans qui est pour désinfecter les petits bobos. Donc on a juste un petit spray à mettre. Ensuite, un lésion que j'ai utilisé moi-même sur mes chevaux qui marche très très bien, c'est un accélérateur de cicatrisation, donc ça c'est parfait. Et on vient ensuite mettre un petit horse dressing spray, c'est le petit pansement qui permet donc de refermer la plaie et de la protéger des impuretés. Il me faudrait également un tapis. Le tapis, je l'ai mis de côté, il est juste derrière nous et je pense que celui-ci, c'est celui sur lequel le plus de personnes ont craqué pendant le salon. Je crois que les petites perles ont fait leur effet, donc celui-ci c'est mon petit coup de cœur. Ça va rentrer sur la liste de Noël. Merci beaucoup. Merci à vous. Au suivant sur la liste de shopping, je suis en compagnie de Fabrice Bienvenu. Fabrice Bienvenu, vous êtes le créateur du jeu Cavality, c'est bien ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Alors expliquez-nous un petit peu tout ce qu'on peut faire avec ce jeu et à qui s'adresse ce jeu de société. Alors Cavalety, c'est un jeu de société pédagogique. Le but est de réviser les galops en s'amusant. Il y a 6 questions qui sont réparties en plusieurs niveaux et l'intérêt c'est d'échanger les questions entre son moniteur, ses élèves à plusieurs niveaux avec des chances égales. Et on peut jouer jusqu'à 8 cavaliers ou en équipe. Et les parties durent de 20 minutes à 1 heure. Super, je sais exactement à qui je vais offrir ça. C'est bien gentil de faire plaisir à tout le monde, mais moi je pense personnellement qu'il ne faut pas s'oublier. Donc là, j'ai rejoint Héloïse. Héloïse, c'est un petit peu ma personal shoppeuse chez PAD. L'année dernière, j'étais déjà venue la voir et j'avais eu d'excellents conseils. Donc je reviens cette année. Héloïse, cette année, j'ai besoin d'un casque. Qu'est-ce que vous pourriez me conseiller ? En gros, on a rentré une nouvelle gamme, Naka, qui est vraiment intéressante. Un vrai design qui change aussi, des coloris qui sont incroyables, des vraies paillettes, du carbone, etc. Je me rappelle qu'il y avait un petit penchant pour les paillettes. On a aussi une jugulaire qui est un peu plus simple que celle en XP. Après, le XP, vraiment, on est sur une jugulaire qui est très agréable à porter, très légère. Vraiment, on est dégagé au niveau du visage et une bonne stabilité, et c'est hyper important, quoi. L'avantage aussi, c'est que les visières peuvent être interchangeables. On met vraiment ce qu'on veut. C'est vrai que même si on veut en racheter une un jour, c'est possible aussi. Les possibilités sont infinies, j'adore. Héloïse, vous savez vraiment comment me parler. Très très sympa ce casque, j'adore. Les oreilles sont bien dégagées, la visière, j'avais peur un petit peu avec la visière devant le visage et en fait la vue est totalement dégagée. Je pensais que ma liste de shopping était terminée, c'était sans compter avant que je passe devant le stand de chez Equidé et que je tombe sur cette magnifique pépite. Charlotte, parlez-moi de cette pépite, qu'est-ce que c'est que ce tapis ? C'est des gens à la mode qui sont rentrés sur le stand en nous disant c'est dommage chez vous, tout est beau. Ils cherchaient en fait un tapis moche qui serait le tapis de la honte pour celui qui fait le moins bon en concours.
Le concours d'après, il doit porter le tapis de la honte. Mais c'est super, hyper machiavélique, j'adore. Je vois très bien à qui je vais pouvoir l'offrir. C'est génial. Bon alors chez Equidé, vous avez des tapis de la honte, mais vous avez aussi des tapis un petit peu plus classiques, un petit peu plus jolis quand même, dans toutes les différentes tailles. On a toutes les différentes tailles. On a du Shetland, du poney, du cheval, du CSO, du dress. On a vraiment pour tout le monde. On a pour tous les goûts parce qu'on fait beaucoup de personnalisables. Et on a aussi nos collections Auxerre en édition limitée. Super. De retour sur notre beau plateau. Alors pour expliquer aux gens, parce que Carole elle est très forte pour se changer, mais on a tourné le sujet sur plusieurs jours, parce qu'il y a une robe différente à peu près à chaque boutique, donc bravo Carole. Votre banquier il n'est pas trop inquiet sur le shopping? Non, je l'avais prévenu. Il est habitué sait, quand il y a le salon du cheval d'Angers qui arrive, oui. Il est prévenu. Nous a rejoint sur le plateau Julie Loller de l'IFCE. Merci Julie d'être avec nous. On tenait à faire un focus sur l'IFCE parce que vous avez un très gros stand ici avec beaucoup d'éléments différents. Et puis, alors, on voudrait déjà d'abord savoir qu'est-ce que l'IFCE. Voilà, parce qu'on entend souvent parler de l'IFCE dans plein de domaines. Alors, vous allez nous préciser un petit peu exactement ce qu'est l'IFCE, l'Institut français du cheval et de l'équitation. On va commencer par là. Effectivement, donc l'Institut français du cheval et de l'équitation, c'est un établissement public qui est placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et du ministère des Sports et qui est l'opérateur de services publics de la filière équine. Il est né de la fusion des anciens haras nationaux et École nationale d'équitation Cadre Noir de Saumur en 2010, que tout le monde connaît mieux probablement. Voilà, et on est présent sur l'ensemble du territoire français, au travers de nos sites centraux, donc comme Saumur, plus proche d'ici, Le Pin, Pompadour et Uzès dans le sud de la France. Et puis après, on a des délégations territoriales partout en France qui déclinent les missions de l'Institut auprès du terrain. Voilà, parce que sans vouloir remonter, faire de l'histoire des sports équestres, les haras nationaux notamment, c'est Napoléon, quelque chose comme ça. Ça remonte à assez historique. Et donc, on a toujours ce maillage un peu national qui est repris aujourd'hui par l'IFCE qui rassemble tout ça. Oui, on est implanté sur l'ensemble du territoire, historiquement sur une partie des sites, des anciens sites des haras nationaux. On ne les occupe pas tous aujourd'hui, mais par exemple, sur la délégation territoriale ouest pour laquelle je travaille, nous sommes présents en Pays de la Loire, au haras de la Roche-sur-Yon et au Lion d'Angers sur le parc départemental de l'Île-Briand. Et puis en Bretagne sur le haras d'Hennebont et le haras de Lamballe. Et enfin en Centre-Val de Loire, nous sommes présents à Amboise. D'accord, donc ça fait pas mal de missions. Alors, concrètement, maintenant, on a une petite idée de ce qu'est l'IFCE. Concrètement, vos missions, elles se résument à quoi? Elles se définissent comment exactement? Vous faites quoi? Alors, on en a un certain nombre. Oui, c'est pour ça, il y en a beaucoup. Des fois, on s'y perd un petit peu. Il y en a un certain nombre. Pour les balayer rapidement, et je pourrais éventuellement vous en expliquer deux précisément qu'on connaît bien en délégation territoriale. Mais donc, nous avons déjà un rôle qui nous est confié par l'État, un rôle régalien qui est celui d'assurer la traçabilité sanitaire des équidés. Nous avons par ailleurs une mission qui relève de notre rôle d'institut technique agricole, à savoir faire de la recherche, produire de la connaissance et diffuser les résultats de nos travaux auprès des acteurs de la filière équine et de tous les usagers du cheval au sens large. Nous avons aussi vocation à faire vivre tous les savoir-faire et le patrimoine culturel hérité des maisons haras nationaux et cadres noirs. Vous savez que l'équitation de tradition française est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ça fait partie aussi de nos missions de faire vivre tout ça. Nous avons également une mission autour de l'observation des données économiques et autour de l'emploi et de la formation pour la filière équine, avec un service Équiresources qui a vocation à mettre en relation les recruteurs et les demandeurs d'emploi. Voilà, pour un extrait d'un certain nombre de nos missions. Et il y a aussi, qui est très important, l'accompagnement du sport de haut niveau, au travers notamment du site de Saumur, par exemple, qui accueille les pôles France de la Fédération française d'équitation, de concours complets, de voltige et de paradressage. Alors justement, on va peut-être en développer deux. Équiresources notamment, parce que je sais que c'est un domaine, on en avait parlé ici même l'année dernière à l'occasion du Salon du Cheval d'Angers, la difficulté de recrutement aujourd'hui dans la filière, et vous avez un rôle important à jouer dans ce domaine à travers la mise en relation, c'est ça. Il y a exactement tout l'aspect mise en relation, conseil auprès des recruteurs, mais aussi conseil, et du coup là c'est quelque chose qu'on fait typiquement sur ce salon, de conseil aux candidats ou aux
aux personnes intéressées pour à un moment donné intégrer dans leur parcours professionnel la filière équine. Mais il y a aussi tout un aspect qu'on ne voit pas forcément là, qui est assuré par l'Observatoire des métiers de l'emploi et de la formation de la filière équine du service Équiresources, qui produit des études très précises sur les métiers en tension, les besoins de recrutement autour des différents métiers des secteurs sport, élevage, course. Donc voilà, à la fois mieux caractériser les besoins et le marché de l'emploi, mais également mettre en œuvre des actions pour faciliter la mise en relation des deux cibles. Depuis l'an dernier également, on a déployé pour 4 nouveaux métiers le concours des meilleurs apprentis de France pour l'enseignant d'équitation, le palefrenier soigneur, le cavalier d'entraînement dans le galop et les lad drivers, lad jockey dans le trot. Ce sont 4 métiers qui n'étaient pas inscrits à ce concours prestigieux et depuis l'année dernière, ils le sont. Donc en délégation territoriale, on organise des épreuves régionales et les lauréats peuvent aller concourir au concours des MAF-MOF au niveau national. Voilà, les MAF-MOF, c'est, vous voyez, quand vous regardez Top Chef avec le petit liseré bleu, blanc, rouge, et ben c'est la même chose donc au niveau des domaines que vous nous avez cités. Et enfin, pour finir, Julie, le sport et le cadre noir, parce que y a le cadre noir, c'est un peu les paillettes, les démonstrations. On sait que ça fait salle comble à chaque fois pour chacune des démonstrations. Il doit y avoir une fierté aussi à avoir souvent la veste du cadre noir, donc l'IFCE, puisque tout ça c'est regroupé dans les grandes compétitions. On l'a encore vu dans les derniers championnats. Oui, alors derrière le cadre noir qui est le représentant éminent de cette équitation de haute école et de tradition française, il faut savoir que sur le site de Saumur, il y a tout un système, tout un ensemble qui a vocation aussi à accompagner la performance sportive des écuyers, des instructeurs de l'école. On l'a mis en avant sur le salon cette année en essayant de mettre en lumière tous les travaux de recherche qui profitent à l'innovation en matière d'équitation et qui aujourd'hui ont des dimensions très applicatives sur le terrain puisqu'on accompagne les instructeurs écuyers du cadre noir et les sportifs de haut niveau de la Fédération française d'équitation pour les pôles France qu'on accompagne, sur de l'accompagnement scientifique à la performance. Ça veut dire qu'on va pouvoir disposer de données de recherche et de dispositifs innovants et de nouvelles technos pour aller objectiver très précisément sur la physiologie du cheval, sur le fonctionnement du cavalier et sur l'interaction cavalier-cheval, quels peuvent être les points améliorés et les aider au travers de ces outils à améliorer leur performance en compétition. Eh bien, écoutez, super. En plus, la performance, on connaît du côté du cadre noir, parce que le grand écuyer, le grand chef, en ce moment, c'est le lieutenant-colonel Thibaut Valette, je crois, donc juste champion olympique de concours complet à Rio il y a quelques années, et puis plein de médailles derrière. Merci beaucoup, Julie. Si je vous dis Jean-Maurice Bonneau, ça vous dit quelque chose? Voilà, grand sélectionneur d'équipe de France par le passé, grand cavalier. Figurez-vous qu'il était là hier sur le salon pour dédicacer un livre. On a été le rencontrer, l'occasion aussi un petit peu de parler de culture avec Jean-Maurice et histoire des sports équestres. Merci Julie. Merci. Le plaisir de se retrouver sur l'espace de la librairie Équilibre. Plus de 600 titres ici, il y a une vraie diversité au niveau des livres d'équitation. Et parmi les signataires de dédicace aujourd'hui, le grand Jean-Maurice Bonneau. C'est un sélectionneur d'équipe de France, tout le monde connaît Jean-Maurice Bonneau dans l'univers du saut d'obstacle. Jean-Maurice, le salon du cheval d'Angers, c'est une première pour vous? Angers, oui. Angers, oui, dans cette grande aventure qui a commencé en début d'année au Saut Hermès. Et je suis surpris, c'est vraiment une belle organisation. Et je disais en arrivant, c'est un salon où on voit des chevaux dès qu'on arrive. Et ça, c'est pas toujours le cas. Alors, tiens, je vais profiter pour montrer le livre. On y sera un jour, mon grand. Expliquez-nous, Jean-Maurice, un petit peu de quoi on parle dans ce livre. On parle de 40 ans de sport équestre. Je suis un peu le porte-plume des autres pour raconter des histoires fabuleuses avec des grandes victoires, des grandes défaites. Je me suis mis à l'écrire pendant le confinement où j'avais plus grand-chose à faire. Et je savais, grâce à Jean-Louis Gouraud, que je serais édité, donc c'était une motivation. Alors c'était finalement un grand plaisir. Ça m'a permis d'ouvrir tous mes vieux cartons, de ressortir toutes mes archives. Et j'ai essayé, j'espère, de faire un livre agréable à lire et qui met dans le marbre tous ces grands cavaliers que parfois on a tendance à oublier trop vite. Alors expliquez-nous juste, Jean-Maurice, on y sera un jour, mon grand. C'est justement Jean Rochefort qui vous dit cette phrase, un jour où il vous emmène à des championnats du monde. Alors vous êtes encore tout jeune, Expliquez-nous l'anecdote un petit peu. J'avais 23 ans, il m'emmène à Dublin, au championnat du monde. Pendant le tour d'honneur, Jean me met la main sur l'épaule en me disant on y sera un jour, mon grand. Et 20 ans après, je suis le chef d'équipe, on est champion du monde et Jean est dans les tribunes. Quand j'ai commencé à évoquer et que c'est revenu,
Ça m'est paru une évidence. J'ai appelé Jean-Louis Gouraud en disant je crois que j'ai le titre. Et voilà, on l'a gardé. D'où la photo où on est tous les deux. Eh bien écoutez, super. Merci beaucoup Jean-Maurice. Merci à vous. Et je vous le conseille vraiment. Et puis je vous conseille d'acheter plein de livres sur l'équitation, sur les chevaux. Il y en a beaucoup ici, vous les voyez derrière, notamment grâce à la librairie Équilibre. Voilà, plus de 600 titres sur la librairie. On n'imagine pas qu'il y a autant de livres sur le cheval, sur l'équitation, sur le bien-être, sur l'éthologie, sur plein de choses. Et il y a presque autant d'invités que de livres dans le rayon librairie. On a fait ça le comble ce soir. On a fait ça le comble, évidemment. Alors là, on va être dans la rubrique, vous commencez à la connaître, un peu 8 Horse Green, avec des gens qui ne se connaissent pas forcément, mais qui ont tous un point commun. C'est celui d'essayer d'œuvrer autour du bien-être animal, autour du développement durable, avec cette philosophie 8 Horse Green qui était très présente sur le Salon du Cheval d'Angers cette année avec le Polypolia. Ça, on en parlera avec notre deuxième invité. Pour l'instant, on va commencer avec Florence de Franceschi de l'association Équidétresse. Merci Florence d'être avec nous. Parlez-nous un petit peu de votre association. Alors nous, c'est une association qui lutte contre la maltraitance des équidés principalement, mais autres animaux en détresse, bien entendu, on ne les laisse pas souffrir. Et on est en partenariat avec divers organismes comme des fourrières privées, la SPA nationale. Et en fait, on accueille les animaux sur décision judiciaire, on les remet en santé, on essaye de les sociabiliser. Je dis on parce qu'on est une équipe de bénévoles, une trentaine de bénévoles, dont 10 actifs qui travaillent tous les jours sur le bien-être et la sociabilisation pour après les replacer en famille d'accueil. Et vous êtes basé dans la région ? Et on est en Bretagne, dans le Morbihan. Qu'est-ce qu'il y a comme breton ? Je comprends pourquoi il y a le stand andouillette de notre ami Brad Pitt, le breton, tout là-haut. Voilà, on est entouré de bretons dans ce salon du cheval à Angers. Racontez-nous un petit peu le processus. Vous repérez des animaux en détresse, on vous les signale, comment ça se passe ? Alors on a des signalements, on s'est formé pour être enquêtrice SPA justement. On a des signalements, on va sur le terrain. On essaye de voir avec les gens ce qu'on peut les aider à faire pour pas justement avoir de souffrance humaine non plus, parce que bien souvent, souffrance animale équivaut à souffrance humaine. Donc on fait de notre maximum pour laisser l'animal avec son propriétaire. Quand c'est pas possible, après on est obligé d'aller dans la justice pour justement faire une réquisition de l'animal. Mais je dirais qu'à 90% des cas, on arrive à s'entendre ou à aider aussi les personnes en leur trouvant des systèmes d'aide aussi qui leur permettent de continuer à vivre avec leurs animaux. Il y a des appels au secours oui. de gens, beaucoup, oui. Beaucoup d'appels au secours et puis beaucoup de maltraitance aussi dans les équidés, ce que je ne connaissais pas il y a encore 2 ans avec des vraies souffrances animales. Alors, ça prend combien de temps ? Enfin, vous allez me dire, ça dépend du cas à la base, mais quand vous récupérez un cheval, un équidé, avant de pouvoir lui redonner une vie, entre guillemets, normale, c'est toujours difficile de définir la normalité. Mais... Je pense que ce ne sera jamais normal. Hein. Dans tous les cas, ils ont toujours ce passé. C'est pour ça que nous, quand les gens viennent, on a ouvert une aire de goûter. Quand ils viennent prendre le goûter, on donne les règles de sécurité avec... insistance parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont vécu vraiment avant et même si on les trouve bien aujourd'hui après 2 ou 4 ans au champ, il y a toujours des petites choses qui peuvent se passer et on veut rester très prudent. D'accord. Alors comment fait-on pour vous contacter ? Enfin, j'imagine que vous avez un site, on va passer aux informations pratiques maintenant. Super, on a un site internet, on a une chaîne YouTube, on a un compte Instagram, on a des mails. On a un téléphone et on a nous-mêmes qui communiquons sur les différents sites comme celui-ci. On vous remercie en tout cas de nous avoir invités. Et alors, dernière question, il y a une augmentation, l'évolution, vous la voyez comment ces derniers mois, ces dernières années ? Peut-être que le Covid a aggravé certaines situations ? Il y a eu une période où on n'entendait plus parler de maltraitance parce qu'il y avait cette grosse maltraitance justement venue des drones, etc., où on a beaucoup souffert et eu peur pour nos équidés. Mais aujourd'hui, nous, on remarque une plus grande affluence parce qu'on est en partenariat avec la SPA nationale et de fait, on est sur toutes les enquêtes.
Donc c'est énorme. Eh ben, écoutez, merci pour tout Merci ce que à vous vous. faites. Merci. Et à votre droite, nous avons donc Cathy Clifford. Merci. Katie Clifford. Katie, pardon. Je me permets. Hein. Pardon, Katie. Avec Pas de Clifford, ouais. Pardon. Donc, Katie, vous venez pour le label Écures. Écures, voilà. Mais là, vous mettez les pièges partout aussi. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Expliquez-nous un petit peu alors. Quel est ce label? Je vais me contenter du label comme ça. Ouais. Je vais commencer par Écuresse. En fait, Écuresse, ça vient de écus, du latin écus, et res pour responsable. D'accord. Voilà. Eh ben voilà, on a une explication Maintenant, déjà. Voilà. Et donc, que faites-vous? Alors, le label Écuresse est le premier label en faveur du bien-être animal et de l'environnement. Donc aujourd'hui, on a plus de 200 structures qui sont labellisées. Donc toute structure peut être labellisée, quelle que soit sa taille, son activité, sa situation géographique. Donc ça peut très bien être un élevage, un centre équestre, un hippodrome ou un événement. Typiquement, on était à Equita Lyon il y a 15 jours et c'était un événement qui était labellisé. Et quels sont vos critères de sélection justement pour ce label ? Alors, le cahier des charges du label Écuresse est très complet. Donc, on a 10 thématiques. Ça représente concrètement 130 critères. À savoir que donc, ces critères ne sont pas choisis au hasard. Donc, on a un comité de labellisation avec lequel on travaille. Donc, dedans, on retrouve l'IFCE avec qui vous étiez tout à l'heure. On retrouve le RESP. On retrouve des associations qui œuvrent pour l'environnement. On retrouve la FNCH. On retrouve, voilà. L'intérêt, c'était de prendre toute la filière dans son ensemble et de pas louper des critères vraiment primordiaux en fonction des structures. Et comment fait-on pour pouvoir prétendre à ce label ? Alors, il faut être un professionnel qui héberge des équidés. Et après, donc, tout se passe sur notre site internet. Donc, c'est un autodiagnostic à faire en ligne. Donc, avec l'autodiagnostic, vous allez tout de suite savoir si vous êtes éligible ou non. Et en fait, donc ça, c'est la première étape. Ensuite, si la structure est éligible, eh bien, elle va candidater. Nous, on va renvoyer des documents. Donc, c'est un contrat à nous renvoyer signé. Et ensuite, il y a une évaluatrice officielle, en fait, qui va venir sur site et qui va effectuer l'évaluation et qui va refaire, en fait, toute la grille, mais de manière, on va dire, officielle. Hein. Donc, et là, si toutefois il y a des écarts, nous, on accompagne jusqu'à la levée des écarts. Et après, donc, une structure est labellisée pour 3 ans. Alors, par exemple, dans le tourisme, ça existe aussi. Il y a le label qualité en Oui. tourisme pour les offices de tourisme, etc., où il faut remplir un certain nombre, un pourcentage de tous les critères. Vous aussi, vous avez... Il ne faut pas être à 100%. Il faut être éligible à tous les critères, toutes les D'accord. thématiques, à 100%. Après, il y a différents degrés. Enfin, il y a le niveau 1, niveau 2, niveau 3, en fait, à chaque fois. Mais vraiment, il faut être éligible à toutes les thématiques. Et alors, on va revenir à la genèse. Comment est venue l'idée de ce label? Le label Écuresse, il est né en 2014. Donc, en fait, nous, on est porté par le Conseil des chevaux de Normandie. Mais par contre, c'est un label qui est national, hein, je précise. Et en fait, ça a été créé pour les Jeux équestres mondiaux. D'accord. Parce qu'en effet, on a un impact de plus en plus présent, hein, que ce soit sur les événements ou même dans les structures équestres. Et l'idée, c'était de pouvoir... on va dire, répondre à des préoccupations sociétales, mais aussi de pouvoir un peu anticiper avant qu'il soit trop tard, entre guillemets. Et alors, pour un professionnel, quel avantage a-t-il à avoir ce label? Alors déjà, en fonction des régions, donc il y a des conseils des chevaux dans toutes les régions, hein, et donc on peut avoir donc des aides en fonction de la région dans laquelle on se trouve, mais il y a l'aspect vraiment image à mettre en avant, c'est-à-dire que si on est une structure qui est labellisée, on va prendre une pension par exemple, et bien cette structure peut dire, nous on a quand même répondu à un cahier des charges qui est complet, ce que je vous disais, avec 130 critères, et donc on travaille tous les jours, quotidiennement, pour mettre en avant, pouvoir héberger nos chevaux de la meilleure façon possible, mais aussi de préserver la biodiversité, la faune et la flore en fait, qui nous entourent. Il y a une réglementation à respecter aussi, il y a plein de choses, donc vraiment c'est pouvoir communiquer sur cet aspect-là. Il y a aussi faire le point et être accompagné dans la filière équine, de pouvoir se dire, nous on est accompagnés, moi là j'aimerais qu'on puisse m'apporter davantage d'informations ou de conseils, nous on est là pour ça justement. Et après il y a l'aspect, donc nous en fait on travaille avec des partenaires qui proposent des produits ou des services. Et ce sont des partenaires, bien sûr, qui répondent à nos valeurs. Hein. Donc, on n'a pas un catalogue énorme, c'est justement tout l'intérêt. Et donc, toute structure labellisée peut avoir donc des tarifs avantageux avec nos partenaires. Donc, ça peut très bien être Éco-Végétal, par exemple, avec qui on travaille très bien pour la stabilisation des sols, qui est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus dans les structures. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Dernier aspect, le côté pratique. On vous trouve où? Eh bien, comme madame à côté, hein, on a un site internet qui est très bien fait. On a nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube également, où on a des sagas que vous pouvez aller regarder et puis des webinaires qu'on met en replay. Donc on est à peu près partout. Alors c'est EQRS, donc E-Q-U-U-R-E-S. Exactement. Voilà, parce qu'on pourrait oublier un U. Hein, donc, non, il y a bien 2 U. Eh ben, merci beaucoup, Katie, pour toutes ces informations. Merci à vous. Vos voisins de droite, Jean-Marc et Valérie Le Guen, qui ont donc des écuries éthicables, c'est ça?
Expliquez-nous un petit peu. Étication. Étication, C'est ça. étication. C'est les écuries de Boileau. Alors, expliquez-nous un On petit est à côté de Bouin, donc dans le Marais breton. Ah, et ben voilà. Eh ben, Encore ça y des est. Bretons. Donc, La voilà. Normandie, non, ça va, pas trop isolé entre les Bretons, c'est bon. Et on a souhaité ouvrir une pension pour chevaux dans ce milieu naturel. Et on a créé donc, des pistes sur lesquelles les chevaux vivent leur quotidien, ils ont un accès libre à l'écurie. Et il y a tout un processus derrière lié à la faune et la flore, parce qu'on a fait faire un diagnostic par les experts de Natura 2000. Ça nous a permis de mettre en valeur les oiseaux à protéger, les zones qu'il fallait réserver certaines périodes de l'année en fonction des oiseaux, de certaines plantes. Et donc tout ce process nous a permis de mettre en place donc, un système de pistes sur lequel les chevaux marchent en longueur de journée pour aller chercher leur nourriture. D'accord. Et l'idée donc est venue, ça fait longtemps, l'idée est venue comment ? Alors l'idée est venue petit à petit, à la suite de lectures et beaucoup de recherches personnelles. Et surtout, on s'est rendu compte que nos chevaux commençaient à avoir un bien-être bien meilleur dans ces conditions de vie. Donc en troupeau et en marchant pour chercher leur nourriture et une nourriture appropriée, diversifiée. Est-ce que c'est un modèle transposable partout ? Partout, sans doute pas. Mais en tout cas, est-ce que parfois on se met des limites en disant moi je peux pas ? Voilà. Si, on peut le faire partout. Après, ça dépend déjà combien de chevaux on souhaite accueillir. Mais le principe, il est assez simple. Il faut essayer de conserver au maximum donc les besoins fondamentaux des chevaux. Donc marcher, ne pas essayer de trop les mettre dans les box. Ça, on essaie d'oublier. Et qu'ils marchent le plus possible à leur quotidien. Pour qu'ils aillent chercher leur nourriture. Et ça, c'est la base pour l'équilibre mental. Et on s'est aperçu, même depuis plusieurs années, que les chevaux sont très disponibles. Et même, ils jouent ensemble. Et puis, dès qu'on va les voir, ils viennent vers nous pour communiquer. Vidéo qui passe. Vous en avez, oui, on voit passer quelques vidéos en off, comme on dit. Vous en avez combien de chevaux Alors, votre il y a écurie, ça représente quoi exactement ? 18 chevaux, 16 chevaux et 2 ânes. D'accord, Voilà. ça fait du monde. Et sur un espace de combien Alors, on a 3,5 km de piste, ce qui veut dire que les chevaux vont pouvoir faire à peu près 12 km par jour en faisant les tours. Donc, c'est plusieurs tours, c'est sur 50 hectares que ça se développe. Donc, c'est un vrai morceau de territoire avec une végétation très diversifiée entre eau douce et eau salée. Et avec également des variations de terrain un petit peu, j'ai cru voir sur la vidéo. C'est complet comme piste. Bon, la Vendée, c'est assez plat. Donc... Mais pas tant que ça. On peut croire. Je me méfie pour faire du vélo, je me méfie des gens qui disent viens chez nous, c'est tout plat. Ouais, je me méfie. Donc, non, le Marais, c'est des trous, des bosses. Donc, ouais, il se muscle pas mal à marcher comme ça en troupeau. Alors, même question d'ordre pratique. Vous avez un site, vous avez quelque chose pour promouvoir cette vision où on vous contacte quelque part. Si des gens qui nous écoutent en ce moment sur l'émission en direct ou bien en replay dans les jours qui viennent se disent mais l'idée elle est géniale, comment je me renseigne ? Comme les dames à côté. Donc site internet étication.fr et une page Facebook sur les écuries de Boileau avec une 50aine de vidéos qui montrent la vie du troupeau au quotidien. Et Boileau, vous l'écrivez comment ? B-O-I-L-E-A-U. Eh ben voilà, c'est ça, vous voyez, c'est facile. Eh ben merci beaucoup. Ça serait magique, Carole, parce que quand on voit tous les gens qu'on a reçus, les conférences qu'il y a eu ici depuis vendredi 10h, les associations Équidétresse aujourd'hui. Hier, il y avait une association pour intégrer les handicapés dans les centres équestres, etc. Toute la structure Hippolia avec toutes les applications, etc. Il faudrait que vous vous réunissiez tous un jour et vous feriez un monde magique, non ? Ouais. On va organiser ça pour l'année prochaine. Monde magique, ce que je vous propose, déjà je vous remercie tous, c'est de retourner un petit peu en magie. Hier, il y avait les étoiles équestres. Hier soir, on a rencontré la grande gagnante des étoiles équestres. On vous propose cette petite rencontre et puis de profiter un petit peu de son numéro. Et on se retrouve juste après.
De retour dans la carrière amphithéâtre, la carrière des étoiles équestres, avec la grande gagnante de la soirée d'hier avec Joey. Joey, derrière le rideau noir, hier, il s'est passé un moment important pour vous. Oui, oui, tout à fait. Racontez-nous un petit peu votre histoire d'abord, parce que vous m'avez dit ça fait pas très longtemps que vous faites du spectacle équestre. Non, effectivement, le spectacle équestre, j'ai commencé l'année dernière avec seulement 2 chevaux, donc mon alezan et Isabelle, qu'on a pu voir sur la piste. Et on a tourné un peu, on n'en a pas fait énormément, mais on a tourné un peu. Et depuis mai de cette année, j'ai rajouté les 2 derniers. Donc la Liberté A4, c'est tout nouveau. Ma Grise, elle est jeune, elle vient d'avoir 4 ans. Donc c'est nouveau, des grandes pistes comme ça, avec autant de monde, c'est nouveau pour eux et pour moi. Comment est venue l'idée justement de se dire tiens, je vais faire du spectacle équestre? Alors c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Je regardais beaucoup Jean-François Pignon notamment, toutes les vidéos des personnes qui travaillent en liberté, qu'il n'y ait pas de contraintes, enfin tout ce qu'on peut obtenir du cheval en fait, sans contraintes. C'est un truc qui ça m'a toujours attirée et en fait une fois j'ai essayé avec mon premier cheval, mon alezan. Je me suis dit je vais tenter un peu, il y avait des trucs qui passaient moins. En essayant après je me suis dit ah tiens et si j'en rajoutais une, et en fait ça s'est fait comme ça. Après à chaque fois je me suis dit ah bah si j'en rajoutais un, j'en rajoute un et puis en fait on s'y prend. Et puis j'aime montrer ce que je sais faire, enfin montrer aux gens voilà, ce qui est possible d'avoir avec des chevaux. Vous êtes cavalière depuis un moment, j'imagine? Depuis que j'ai 11 ans. Donc depuis 10 ans. Et alors ça fait quoi quand on va se plonger un peu dans l'atmosphère d'hier soir? Alors il y a eu des répétitions avant, et quand on est ici, là, dans la carrière de détente, derrière le rideau noir, avant de rentrer. C'est très stressant. Très stressant. Donc oui, il y a eu des répétitions depuis le jeudi. Les répétitions, c'était pas top. En tout cas, mes chevaux étaient... Bon, ils ont fait 8 heures de route, donc c'était très... Ils étaient stressés, ils n'avaient pas pu se déplacer beaucoup, donc c'était compliqué. Moi aussi, je stressais parce que c'est nouveau. Mais c'est vrai que la soirée Étoile Équestre, quand on est dans cette carrière, avant de rentrer sur la grande, on entend le public applaudir, il y a 2400 personnes, ça fait du bruit. Oui, il y a la pression qui monte, ça, c'est sûr. Vous passiez en combienième position? En 3e. D'accord, donc vous avez eu le temps de sentir le public et tout? Voilà, c'est ça. On entendait les bruits, les hurlements, tout, donc ouais, ça met une pression. Alors comment vous vous organisez? Vous en faites un métier, mais vous faites des choses à côté? Parce que ça prend du temps de préparer des shows comme ça. Oui, tout à fait. Là, depuis 1 an, j'ai lancé ma propre entreprise. Donc, je donne des cours de comportementaliste. Je donne des cours aussi de travail à pied en liberté pour les gens qui veulent apprendre, pour les gens qui ont des problèmes de comportement avec leurs chevaux. Donc j'ai ça qui me rapporte déjà un peu d'argent. Et là, j'essaye vraiment de me mettre dans le spectacle à fond. Je ne peux pas encore en vivre. Ça, c'est compliqué. J'en fais pas encore tout le temps. Je ne fais pas encore des gros salons comme celui-là. C'est vraiment le premier. Donc c'est compliqué d'en vivre. Mais j'essaye vraiment de commencer à trouver dès qu'il y a des concours jeunes talents. J'essaie de m'y inscrire, voir si je suis prise. Parce que j'aimerais vraiment faire mon métier, quoi. Alors justement, c'est plutôt c'est plus qu'un coup de pouce, parce qu'il y a un petit peu d'argent aussi à prendre. Et puis, il y a une notoriété qui va s'installer, gagnante des étoiles équestres d'Angers. C'est pas rien. Ah non, c'est pas rien. J'ai vu déjà depuis hier, mon téléphone, il sonne. Il sonne toutes les 2 minutes, les messages, tout, les interviews. Donc ouais, là, c'est vraiment un gros coup de pouce. Comment vous imaginez la suite maintenant? J'aimerais continuer ce que je fais, continuer à essayer de surfer un peu sur la vague, continuer à progresser, à me produire. Là, je refais Cheval Passion à Avignon en janvier, avec les 4 chevaux pour le cabaret. Donc voilà, continuer en fait dans cette lancée, essayer de toujours me produire, d'améliorer le numéro. Voilà. Alors, hier, je crois que pour la remise des prix, en tout cas, le palmarès, ça allait crescendo. Les derniers instants, quand on n'a pas encore été appelé, comment ça se passe dans sa tête? On se dit, mais c'est moi? Oui, c'est ça. C'est stressant. On entend le 3e, le 2e. Là, on se dit, ouais, il en reste quelques-uns et tout. Est-ce que ça a assez plu aux personnes pour me le faire remporter? Donc c'est vrai que ouais, c'est stressant. On attend, on a le cœur qui bat, les mains un peu moites. C'est stressant. Et quand on annonce que c'est nous, il y a un temps de réaction. Même là, je crois que je réalise pas encore vraiment ce qui s'est passé parce que c'était vraiment un truc énorme. Et donc ouais, on est là. Il y a toutes les personnes devant nous, les 2000 personnes. Enfin, c'est une expérience vraiment incroyable. C'est Calix de Nigremont, c'est un personnage en lui-même, ça doit être spécial. Ouais, non, c'était incroyable, vraiment. Un petit mot pour les gens qui veulent vous trouver. Vous avez un site internet, vous êtes en Haute-Savoie, hein, donc basé en Haute-Savoie, mais vous avez un site internet. On fait comment pour vous contacter, un organisateur de salon qui veut vous voir en démonstration? Ouais, alors non, j'ai pas encore de site internet, j'ai mon compte Facebook, Joey Bodino, mon compte personnel, ou sinon j'ai une page Instagram et une page Facebook, Patingo et Joey. Donc Patingo, le nom de mon premier cheval, où là je mets toutes mes vidéos quand je m'entraîne chez moi, quand je fais des petites représentations, où là on peut me contacter, je réponds souvent.
Eh ben, écoutez, on vous souhaite plein de réussite pour la suite de votre carrière. Début naissante, 1 an seulement de spectacle et déjà gagnant des étoiles équestres. Bravo Joey. Par ici. Très applaudi. Très applaudi. Voilà, magnifique numéro d'étoiles équestres hier soir. La salle était absolument comble, Carole. Hein. Il y avait une belle ambiance avec Calixte en plus. C'est quand même un grand personnage qu'on a eu la chance de recevoir ici sur ce plateau quelques minutes avant le début de la soirée. Carole, l'élevage, vous êtes du monde du cheval, vous baignez dedans depuis tant d'années. Les Lusitaniens, vous aimez? J'adore ça. J'ai jamais eu la chance d'en monter encore. Eh bien, écoutez, peut-être qu'on va vous présenter une personne qui va vous donner l'envie, en tout cas les bons contacts pour en monter dans la région en plus. On voit un petit sujet élevage et on parlera ensuite de ce domaine que vous appréciez, Carole. Nous revoici en immersion dans un box du côté de la zone réservée aux éleveurs. On a l'équitation western juste à côté. Hein. Beaucoup d'activités autour de nous avec Nathalie. Nathalie, expliquez-nous un petit peu déjà, parlez-nous de votre association. Alors, je représente l'association régionale ouest du cheval lusitanien, donc effectivement, dont je suis présidente. Et le but de notre association, c'est de représenter le cheval lusitanien dans la région. Donc on est rattaché à l'association française du cheval lusitanien, qui est l'AFL et qui est partenaire de nous, partenaire et qui nous aide sur ce salon aussi. Et en fait, notre rôle, c'est d'aiguiller, d'aider les éleveurs, les cavaliers passionnés de chevaux lusitaniens et de les aider dans toutes leurs démarches administratives, ce qui n'est pas toujours facile, pour enregistrer les chevaux, faire les confirmations, rapprocher les éleveurs et les naisseurs des étalonniers, des propriétaires d'étalons, choisir la bonne jument, le bon étalon, faire les beaux mariages et utiliser le cheval lusitanien. Donc trouver quoi faire avec nos chevaux, qu'est-ce qui leur correspond, où s'éclater ensemble. Donc aussi bien d'un point de vue compétition, dressage, master du cheval ibérique, mais aussi équitation de travail, tri de bétail. On a eu la chance de pouvoir, on a été accepté par les westerners ce matin pour faire du tri de bétail. C'était juste un pur bonheur. C'est quand même un des points forts du cheval lusitanien. Et donc voilà, donc nous on met aussi en avant l'équitation de travail, donc la Working Équitation France, dont les championnats du monde ont été organisés par Charles Coton aux Herbiers, donc une association locale qui est aussi adhérent chez nous depuis des années. C'est aussi le vice-président de la ROCL. Et voilà, donc mettre en avant cette belle discipline. Donc on le fait dans les deux carrières, on montre aux gens la maniabilité technique, le dressage, la vitesse, voilà, pour essayer de donner envie aux gens de nous rejoindre. Qu'est-ce qu'ils ont de magique, ces Lusitaniens? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres? Mais ça, je crois que tout le monde va dire qu'ils ont tous un gros cœur, que ce soit les Arabes ou les autres. Ils sont énergiques, généreux, très sensibles. Ce sont des pur sang, pur sang lusitaniens. Donc ils sont sensibles. Et les premiers jours, on était tous un petit peu avec des chevaux très très électriques. Et puis ils se mettent avec nous et ils nous écoutent. Et c'est vrai qu'on a des chevaux qui sont capables, Vibrante par exemple, qui est née dans le sud-ouest, j'ai une amie. Et ce cheval, il fait du complet. Il fait du dressage, il fait de l'équitation de travail. Mon petit bonhomme qui est là le monte une fois de temps en temps. Il fait le son et lumière de bon repos. C'est un cheval qui se prête à beaucoup de choses. Il y a des choses qui lui font très peur. Et puis une fois rassuré, finalement, il y va. Donc voilà, grande générosité, beaucoup de capacité au dressage, au rassembler, à s'asseoir. Et on met les motifs avec cette force et la complicité avec le cavalier. Et puis ça match et ça fait des choses assez magiques. Dernière petite question, Nathalie, sur la présence au Salon du Cheval d'Angers. Vous êtes là depuis le début, vous m'avez dit, c'est important pour vous. En plus, ce salon prend une grande ampleur, on a l'impression, au fil des années. Tout à fait. Alors effectivement, moi je suis venue la première année en piéton pour repérer et puis voir un petit peu comment ça fonctionnait. Puis on s'est dit, oh, quand même, ça manque de chevaux. Donc j'ai lancé un petit peu l'idée auprès de nos éleveurs et puis on est parti. On est venu avec 12 chevaux, 10 chevaux. On tourne. Là, cette année, on a emmené 6 chevaux parce que sur la piste, ça fait beaucoup quand même. Donc on a laissé la possibilité à 6 amateurs de venir se faire plaisir sur le salon et vraiment montrer ce qu'ils savaient faire. Ouais, c'est important. C'est un salon surtout convivial, agréable, une équipe organisatrice qui est géniale. Ils nous harcèlent parce que on est des gens de chevaux, donc on répond jamais quand il faut. Donc ils sont là, ils sont présents et franchement c'est vraiment très 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 agréable de les avoir là. Et alors, on passe notre vie à se dire bonjour les uns les autres quand on se croise. On fait des échanges entre éleveurs, entre professionnels et c'est la magie du salon, je pense.
Et ben voilà, on finit sur une note magique. Merci Nathalie. Voilà, merci à Nathalie. Nous a rejoint Nicolas Séguier sur notre plateau. Nicolas, vous êtes d'accord, il est magique ce salon Angers, moi j'ai eu la chance déjà de le faire il y a 3 ans, avant le Covid. Et bon, après 2 ans un peu plus compliqués, mais je suis ravi d'être là aujourd'hui, à double casquette. D'une part, une casquette d'éleveur en tant qu'éleveur des races mulassières du Poitou, qui font partie de la SFET, la Société française des équidés de travail. Donc on a amené ici, de l'île d'Oléron, on a amené un body du Poitou et une mule poitevine. Et puis à côté de ça, j'ai une casquette en tant qu'entrepreneur sur un élevage d'ânes et de mules et de chevaux de trait sur l'île d'Oléron, les ânes d'Oléron. Et donc on a de la carrière animation avec les traits poitevins et la carrière enfant, au village enfant avec les ânes. J'ai amené donc un âne du Cotentin, un âne des Pyrénées et un âne normand. Donc ça fait des journées bien remplies? Ça fait 5 ânes, ça fait 5 sorties par jour à peu près, plus tout le reste. En plus, vous avez gagné quelque chose là, juste un instant. À l'instant, Là, il est en image, voilà. Houblon de Boilon, un grand mulet poitevin qui vient de gagner l'épreuve du Trophée Pays de la Loire, l'épreuve montée, maniabilité montée, donc contre les 5 autres races du Pays de la Loire, avec donc les chevaux de trait bretons, le cob normand, le percheron, le poitevin, et puis il y avait également le body du Poitou. Bon félicitations. Merci. Félicitations. Qu'est-ce qu'on appelle les races mulassières? Alors, race mulassière du Poitou, c'est le syndicat d'élevage qui regroupe les 3 races indissociables, qui sont d'une part le cheval de trait poitevin, qu'on appelle le cheval mulassier ou la race mulassière. Le body du Poitou, c'est l'âne du Poitou. On le connaît beaucoup avec ses dreadlocks, mais quand il est entretenu, il peut avoir du poil court, mais ça reste l'âne du Poitou ou le body du Poitou. Et puis, quand on unit le baudet, donc le mâle de la race body du Poitou, sur la jument de trait poitevine, eh bien on produit un hybride entre l'âne et la jument qu'on appelle la mule poitevine. Et donc le syndicat d'élevage regroupe le body du Poitou, le trait poitevin et la mule poitevine. Et donc c'est l'ensemble qui s'appelle les races mulassières du Poitou. Le terme de mulassier, c'est la production de mules. D'accord. Alors, on a l'impression, l'élevage, quand des fois on discute avec des éleveurs, c'est un vrai sacerdoce, quoi. C'est un métier, on ne peut pas exercer ce type de métier si on n'est pas passionné. La passion, bien sûr, c'est le premier ordre, quoi. Si tu n'es pas passionné, tu ne fais pas ça. C'est aussi de l'engagement, d'autant plus dans des races menacées. Il faut savoir que le cheval de trait poitevin, on est la plus petite race en effectif de naissance. On est entre 40 et 50 naissances par an en trait poitevin, contre 2500 à 3500 naissances chez le trait breton, par exemple, ou le cheval de trait de comptoir, pardon, le trait comptoir. Et donc votre volonté, c'est évidemment, j'imagine, de promouvoir toutes ces races, de les mettre en avant. Et le Salon du Cheval ici à Angers est un vrai outil très utile. Tout à fait, de promotion des races locales. Même si je viens de l'île d'Oléron, mais le berceau de la race body du Poitou est très poitevin. Pays de la Loire, on a le département de Vendée dans les berceaux de race du body du Poitou et du cheval de trait poitevin. Donc on est très content d'être sur un salon régional. Quelles sont les différentes utilisations des chevaux issus de races mulassières du Poitou? On peut tout faire. On peut tout faire. La preuve, on vient de gagner sur les 2 jours consécutifs sur l'épreuve montée. On avait une jument de trait poitevine, Anna de Simousset, qui a gagné l'épreuve montée avant-hier. Aujourd'hui, c'est le mulet poitevin qui vient de gagner. Donc ce sont des chevaux ou des mules qu'on peut monter. Hier, j'étais en traction. Ce matin, j'étais en attelage. Et pareil, attelage, traction, monte. On a la chance d'avoir le body du Poitou avec nous pour faire des épreuves plus posées comme la randonnée. L'épreuve de bas, par exemple. Voilà, on peut tout faire avec les races mulassières. Moi, je me suis baladé tout à l'heure dans les allées. Ils ont du succès, vos chevaux, vos ânes, vos mulets et tous les chevaux avec les équidés avec lesquels vous êtes venus. Oui, on a la chance d'avoir une grande diversité, avec le body du Poitou, qui est quand même l'âne peut-être le plus connu, avec ses plans de sauvegarde qui ont démarré quand même il y a plus de 40 ans maintenant. C'était une race quasiment éteinte en 1977, donc il y a 45 ans. On était seulement à 44 sujets body du Poitou. Et donc il y a eu des plans de sauvegarde qui ont été mis en place pour sauver la race. Et le trait poitevin a suivi également. Et donc on a été médiatisé grâce aussi aux éleveurs passionnés, aux institutions publiques, aux haras nationaux à l'époque, qui ont aidé la sauvegarde des races locales. Merci beaucoup Nicolas. Voilà, sur la passion, on n'a aucun doute à vous écouter. Elle est bien là, elle est bien présente. Vos yeux brillent à en parler de vos animaux. Merci beaucoup Nicolas. Nous, on reste 2 secondes. On va avoir un invité dans un autre style juste avant, mais là aussi un monument des sports, du monde de l'équitation. On va parler de la garde républicaine. Je vous propose une petite mise en bouche avec la garde républicaine avec quelques images.
Nous a rejoint sur le plateau Patrick Boissier de la Garde républicaine. Merci Patrick d'être là avec nous pour nous parler de cette grande institution qui est la Garde républicaine, présente évidemment sur le salon du cheval d'Angers. C'est essentiel pour vous d'être présent ici, d'aller au contact de tous ces visiteurs qui ont été très nombreux tout au long de ce salon. On en parlera tout à l'heure. Oui, bien sûr, être présent sur ce salon permet de garantir le rayonnement de la Garde républicaine, parce qu'effectivement nous sommes extrêmement connus à Paris, mais la Garde républicaine aussi intervient de plus en plus en province par l'intermédiaire de postes permanents. Effectivement, participer à ce genre de salon permet justement aux gens qui nous suivent de venir à notre rencontre, et ça nous permet aussi d'expliquer ce que nous faisons exactement, parce que parfois la Garde républicaine souffre peut-être d'une certaine méconnaissance sur l'ensemble de nos missions. Oui, exactement. Dans notre imaginaire, la Garde républicaine, c'est celle qui défile sur les Champs-Élysées le 14 juillet et celle qui fait les démonstrations dans les concours d'équitation un petit peu partout, en France, en Europe et même dans le monde. Mais évidemment, c'est beaucoup plus que ça, la Garde républicaine. Oui, tout à fait. La Garde républicaine, il ne faut surtout pas oublier que c'est avant tout une unité de la gendarmerie nationale. Nous sommes gendarmes, ensuite gardes républicains et accessoirement cavaliers, motocyclistes, musiciens, etc. Tout un tas de métiers qui tournent autour de l'institution. Donc effectivement, ça nous permet de rappeler justement notre appartenance à la gendarmerie nationale et d'expliquer que la Garde républicaine n'intervient pas uniquement le jour du 14 juillet. Nous travaillons un petit peu plus d'une journée par an. C'est-à-dire la veille, il y a les répétitions déjà la veille, ça fait 2 journées. Très important. Déjà, donc. Mais ça nous permet effectivement d'exprimer le fait que nous soyons très présents en termes de protocole d'État, le protocole militaire au profit de l'État, mais aussi de sécurité publique, là où nous intervenons au profit de la population, mais aussi au profit des hautes autorités. La sécurité publique tient une place prépondérante dans les interventions de la Garde républicaine. Alors, il y a un grand prestige, il y a beaucoup de jeunes qui rêvent de rentrer dans la Garde républicaine. Il n'y a pas que des jeunes, j'ai ma voisine, elle a une question à vous poser parce que pas complètement désintéressée. J'attends. Quels sont les critères d'entrée pour rentrer dans la Garde républicaine? C'est très compliqué. Dites-moi tout. J'ai une idée derrière la tête. Ouais, voilà. Non, alors comme je vous disais précédemment, pour entrer à la Garde républicaine, il faut être avant tout gendarme. C'est la première de toutes les conditions. Ensuite, il faut satisfaire aux tests de sélection qui se déroulent pendant l'école de gendarmerie. Une journée pendant laquelle on va privilégier l'aptitude à devenir un garde républicain à cheval. On va préférer quelqu'un qui est perfectible, que l'on va pouvoir façonner, plutôt que quelqu'un qui va arriver avec des prétentions ou avec des galops, etc. Voilà. On va surtout préférer, on a l'habitude de caster nos potentiels candidats en voyant l'attitude, le positionnement, le sentiment que va éprouver la personne vis-à-vis du cheval au cours de l'entretien, et puis aussi, bien entendu, une fois à cheval. Voilà, on a l'habitude de détecter les potentiels candidats. Y a-t-il un galop minimal pour rentrer? Il n'y a plus de galop minimal. Simplement, encore une fois, on va tester ce degré de perfectibilité. On va préférer quelqu'un qui a une belle posture à cheval, qui présente bien, qui va savoir se positionner, plutôt que quelqu'un qui va avoir un galop 7, les épaules en avant, la jambe en avant, voyez-vous, quelqu'un qui ne va pas avoir suffisamment de sentiments. Donc effectivement, ça fait partie des choses que l'on sait détecter, et ce qui va permettre à des gens qui n'ont pas forcément les galops, quand même, d'accéder à la carrière de garde républicain, et pendant cette période, ils vont pouvoir aussi se perfectionner parce qu'on a des maîtres et des sous-maîtres d'équitation qui vont les prendre en charge. Quid de la taille? Y a-t-il une taille minimale pour rentrer dans la Garde républicaine? Carole a mis des grands talons exprès aujourd'hui pour faire illusion. Alors, effectivement, je vais vous répondre très franchement. Il n'y a plus de taille minimum. En revanche, et je dis bien en revanche, nos chevaux, nous les achetons à 1,65 m au garrot à 3 ans. On va dire qu'ils mesurent 1,75 m, 1,78 m à l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc, monter à cheval, quand on est équipé et que l'on n'est pas très grand, ça devient très compliqué. Voilà. L'uniforme, monter à cheval sur un grand cheval, ce n'est pas évident. Monter à cheval lorsque l'on porte l'uniforme, c'est encore moins évident. Donc il n'y a pas de taille minimum, mais ne pas être trop petit est quand même un sérieux avantage. Alors, dernière question, on a parlé beaucoup des individus. Qu'est-ce que la vie d'un cheval à la Garde républicaine? Un cheval arrive à l'âge de 3 ans, est acheté à l'âge de 3 ans. Il est débourré chez nous. Ensuite, il arrive dans une unité de marche
où là, on va lui apprendre à devenir un cheval militaire. C'est-à-dire qu'on peut considérer, on peut espérer qu'un cheval de 5 ans fasse son premier défilé, enfin tout du moins le premier défilé du 14 juillet. Vous savez, nous, c'est un peu notre thermomètre, c'est le 14 juillet. Donc un cheval doit être capable, en principe, est capable d'effectuer son premier 14 juillet à l'âge de 5 ans. Voilà. De là, nous le conservons jusqu'à l'âge de 16 à 18 ans. 16 ans, c'est-à-dire c'est l'âge de la réforme, de la proposition à la réforme. Si le cheval est en bon état, convient parfaitement à notre service, nous allons le conserver. Mais au plus tard, l'année des 18 ans, il sera réformé. D'accord. Alors, Carole a un joli livre devant elle. Tout à fait. Parlez-nous un petit peu de ce livre. Je suis sûr qu'il y a des belles images de la garde républicaine. Ça s'appelle le régiment de cavalerie de la garde républicaine. Sobre, militaire. Oui, dans les coulisses de l'excellence. Oui, effectivement, j'ai eu la chance, grâce aussi à un photographe d'exception, Pascal Baril, avec lequel j'ai eu la chance de travailler pour la rédaction de ce livre. Ce livre est un portrait du régiment de cavalerie tel qu'il est aujourd'hui. Ce n'est pas un livre sur l'histoire du régiment de cavalerie, mais je décris, grâce à aussi de très belles illustrations, je décris le régiment de cavalerie tel qu'il est aujourd'hui, à travers ses missions. Mais je pars du débourrage des jeunes chevaux, de l'arrivée des jeunes cavaliers, les missions de sécurité et d'honneur, tous les artisans aussi qui travaillent à notre profit, qui sont les travailleurs de l'ombre. Sans maréchaux ferrants, sans casquier, sans restaurateur de sabre, il n'y a pas de régiment de cavalerie. Donc ce sont les métiers indispensables qui nous côtoient, mais que l'on connaît moins. Et donc j'en parle avec grand bonheur. Et jusqu'à la réforme des chevaux, où là, j'attire aussi l'attention, une partie des bénéfices de ce livre partent à l'association Linguerou en Normandie, qui permet justement, qui récupère, qui adopte des chevaux réformés de la garde. Ils en ont 90 actuellement. C'est une association qui fonctionne avec des fonds uniquement privés. Et donc ce livre permet effectivement de soutenir cette association. Ben voilà, se cultiver et faire une bonne action en même temps, en plus pile poil dans le thème de We Horse Green autour du bien-être, du développement durable, etc. qu'on a traité depuis 3 jours. Merci beaucoup d'être passé parmi nous. On va se quitter avec quelques belles images encore de la garde républicaine, mais dès qu'on dit garde républicaine, les images sont toujours belles, on est d'accord? On est parfaitement d'accord. Ben voilà. Et venez nous voir sur le stand. Avec plaisir. De retour sur notre beau plateau avec une jolie fresque. Magnifique Carole, fresque. On l'a promis depuis le début, on vous avait promis que Liska Lorca serait avec nous pour nous parler de cette fresque. Merci d'être avec nous, Liska. Merci de m'avoir invité, merci Jean-Christophe. Je suis ravie d'être interviewée devant. Ouais. Voilà, on a toutes les conférences ont eu lieu ici, etc. Juste après, racontez-nous un petit peu votre façon de travailler. En fait, je suis extrêmement myope. Et, donc vous prenez des grands modèles, du coup. Voilà, c'est ça. J'ai une vision très basse. Et c'est un confort de travail pour moi, en fait. Le monumental est un confort de travail pour moi. Voilà, tout simplement. Et puis petit à petit, de plus en plus grand, de plus en plus rapide, de plus en plus... Et je suis feignante. Non seulement j'ai une mauvaise vue, mais en plus je suis feignante. Donc en fait, je fais à l'essentiel. Voilà, simplement. Comment vous avez réagi quand on vous a proposé de venir ici à Angers, de faire la fresque des conférences, du plateau, de l'émission? J'ai été ravie et étonnée parce que c'était une première pour moi, puisqu'en fait c'était vraiment un petit comité et c'était le matin. Et moi je suis un oiseau de nuit et ça a été très difficile, mais je me suis régalée. Vraiment, je me suis régalée pendant une demi-heure et c'était fort sympathique. Vraiment très particulier et sympathique. Vaut mieux mettre à 18h qu'à 9h du matin? Ouais. Alors, on a votre œuvre ici. Vous faites quel type d'œuvre? Je crois qu'on m'a raconté que vous aimez bien les défis. Des fois, on vous demande des choses un peu improbables. Hein. Ah, on a perdu le micro. Prenez celui de... Jean-Christophe, d'ailleurs, connaît bien mon travail de ce côté-là. Mais oui, je vais de l'infiniment petit au monumental. Alors, le monumental, ça va comme des fresques que j'ai pu faire à Saumur participative qui font 30 mètres de long. Je m'intéresse aussi au crop circle. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est.
Non. Vous savez, les cercles qui apparaissent dans les champs de blé mystérieux, tout ça. D'accord, Donc, moi, je ok. travaille dessus. Les depuis, ovnis oui, voilà. Alors, on pourrait faire une conférence pendant plusieurs heures, mais je travaille dessus depuis une trentaine d'années, en fait. Voilà. Donc, ça va vraiment du petit au très, très grand. Autour des énergies, en fait. Hein, voilà. L'énergie des chevaux. Et beaucoup de couleurs. Hein. Haute Ici, c'est en noir et blanc, mais on voit des images derrière vous. Il y a de la couleur. Hein, oui, mais dans en vos œuvres. fait, la fougue du cheval, c'est phénoménal. Hein. Ces animaux dégagent une puissance. À chaque fois, c'est époustouflant, quoi. Hein. C'est votre thème principal? Le cheval, oui, c'est. J'aime les chevaux depuis que je suis née, si vous voulez. Donc, naturellement, mon dessin se dirige vers les chevaux, mais j'ai d'autres thèmes. Il faut aller sur le site, voir un petit peu. C'est ce que j'allais dire. Voilà, où est-ce qu'on peut voir vos travaux? Une page Facebook, un Instagram et un site. Liska Lorca. Voilà, Lorca avec 2 L. C'est ça. O-R-C-A. C'est ça. Voilà. C'est ça. Bah écoutez, merci beaucoup. Je vous remercie on tenait beaucoup. à vous recevoir sur votre. Si quelque part, c'est votre. Cool. Merci, ça me fait vraiment plaisir. C'est votre plateau. On va bientôt faire le bilan de ce salon du cheval d'Angers qui, je crois, est très très positif. Mais en attendant, on a été faire un petit tour dans les allées du salon et puis justement recueillir quelques impressions. Comme ça, Carole, vous avez vu beaucoup de monde aussi tout au long de la journée, il y a quelques minutes. J'ai vu beaucoup de bonheur surtout. Lisa, Marie, qu'est-ce que vous avez pensé du salon du cheval d'Angers? J'ai trouvé ça vachement bien, plutôt surprenant qu'il y ait un salon du cheval à Angers parce que je ne le connaissais pas du tout. Et je trouve assez grand, assez aéré. Mais écoutez, c'est très bien. Et, on voit bien le monde du cheval, il y a de tout. Que ce soit pour les tout petits, là justement, regardez, ça m'amuse. Les un peu plus grands. C'était chouette, on découvre plein de poneys, de chevaux, de races. Et puis c'est bien, et puis il y a nos mamans qui montent ici, donc du coup ça nous permet aussi de découvrir d'autres nouveaux clubs. Alors Clémence, est-ce que tu es contente d'être là? Oui. Il y a toujours une bonne ambiance, beaucoup de monde, et puis on peut assister à plein de shows différents et notamment les concours aussi, donc c'est sympa quand on monte à cheval. C'est vrai que c'est super, une bonne découverte et moi j'ai pu rencontrer certains de mes partenaires, donc je suis contente. C'est très bien achalandé au niveau des stands. Je ne pensais pas qu'il y ait autant d'offres et autant de représentants des marques. Et puis le fait qu'il y ait la carrière avec des démos, c'est vrai que c'est hyper attractif, hyper sympa. On passe un bon moment en famille. On est venu aussi faire un peu de poney. Est-ce que c'est la première fois que tu vas monter sur un poney ou tu es déjà monté sur un poney? Je suis déjà montée sur un poney. Et toi, est-ce que tu es déjà monté à poney? Oui. Et ça vous plaît? Oui. On a visité plein de stands et on aime bien le stand des Crafty Pony. Super, c'est quoi ça les Crafty Ponies? Il est juste à côté et en fait c'est des petites peluches. Et elles font plein de déco, elles prennent des selles, des filets et plein de trucs. Moi j'adore tous les stands et tout, c'est hyper beau. Ensuite j'adore voir plein de spectacles, je découvre aussi des disciplines que je ne connaissais pas avant. Est-ce que vous montez à cheval, Brigitte? J'ai monté il y a longtemps, oui. Mais maintenant je suis un peu vieille. Il faut pas dire ça, il y a de la place pour tout le monde dans le cheval. Voilà, effectivement, il y a de la place pour tout le monde. Nous a rejoint pour ce bilan, pour un petit peu la dernière page de ce salon du cheval d'Angers, Anne Boussion de Destination Angers, directrice des salons pour Destination Angers, et donc du salon du cheval. Merci Anne d'être avec nous. On l'a vu, beaucoup de gens, et on n'a pas triché, hein, les micro-trottoirs, des fois on fait ce qu'on veut avec, hein. Mais là, il y a unanimité, les gens qui se sont baladés depuis 3 jours dans les allées avaient un grand sourire. Vous l'avez constaté aussi ? Oui, tout à fait. On a de très très bons retours. Alors certes des visiteurs, mais également de nos exposants, de nos partenaires aussi. C'est vrai que la première journée a été absolument exceptionnelle. Incroyable. Les 2 jours qui ont suivi ont été très très bons aussi. Donc effectivement, on fait une très belle édition pour cette sixième numéro du Salon du Cheval. Une édition record, a priori. C'est pas encore fini, hein, il y en a encore pour un petit peu, mais oui, on peut parler de record. D'ores et déjà vous annoncer que nous faisons une édition record, effectivement, avec probablement 12% d'augmentation de fréquentation. Et donc nous devrions largement passer la barre des 23 000 visiteurs
pour 21 000 visiteurs en 2021. Donc c'est une très 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 bonne nouvelle pour tout le monde, pour la filière et pour le salon bien évidemment. Super, donc une nouvelle édition avec des nouveautés cette année. Est-ce que vous avez des retours à nous apporter sur ces 2 nouveaux halls parce que nous, on a eu des retours extrêmement positifs des visiteurs. On croisait des gens toute la journée dans le salon avec le sourire jusqu'aux oreilles. C'est vrai que quand on échange avec les uns et les autres, à la fois cette nouvelle implantation du salon et cette nouvelle offre apportée avec le pôle course et le pôle western là-haut ont vraiment permis au salon de passer un cap dans la proposition. On est sur un ADN de départ déjà sur une proposition très variée, très diversifiée, très ouverte. Et là, le fait d'avoir pu proposer un pôle course qui était en plus très important, très avec beaucoup d'animation, beaucoup de choses proposées. Et alors le pôle western, n'en parlons pas. Eh bien oui, ça fait partie des éléments clés, les éléments clés de sa 6e édition, avec aussi l'espace Weird Green qui était également une nouveauté sur lequel nous sommes et qui a effectivement aussi bien permis de faire passer le cap au salon cette année. On a parlé des visiteurs en augmentation et puis beaucoup plus d'exposants aussi cette année. Donc avant même l'ouverture du salon, il y avait déjà des records qui étaient battus avec le nombre d'exposants présents et des exposants qu'on a l'habitude de voir dans les plus grands salons partout en France, voire ailleurs. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que cette année, on avait 217 exposants exactement pour 190 l'année dernière. Donc une belle progression et une progression aussi dans la diversité de l'offre, là encore, qui nous permet réellement de nous positionner, je pense, assez définitivement dans le paysage des salons nationaux. Alors justement, maintenant, c'est bien, vous êtes positionnés. On regarde vers l'avenir, forcément. On est terrible parce que vous n'avez même pas le temps d'en profiter quand on vous demande déjà ce que vous allez faire l'année prochaine pour faire encore mieux. En général, on ne travaille pas seul, nous, ici, sur ce salon. Et donc, en fait, pour faire encore mieux, et c'est aussi pour ça qu'on en est là aujourd'hui, la genèse de tout ça, elle n'est pas due uniquement à Destination Angers. Même si moi, je profite du micro pour remercier les équipes, je suis vraiment très fière de ce qui a été fait cette année. On a vraiment passé un cap et c'est bien grâce à Sophie et toute l'équipe qui la suit sur ce projet. Mais au-delà de Destination Angers, on a derrière nous un certain nombre de partenaires, que ce soit le comité équestre de Saumur, que ce soit l'ensemble des partenaires de la filière, et c'est avec eux qu'on travaille, et c'est avec eux qu'on va décider de la suite que l'on va donner à tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a développé cette année des points d'appui autour de la solidarité, de l'éco-responsabilité ici, autour d'une diversité encore renforcée de l'offre, et je crois que ça fait vraiment partie de notre ADN que l'on va cultiver encore plus dans les années à venir. Et puis dernier point qui a été un grand succès, Étoile équestre, juste à côté, à Amphithéâtre, une fois encore, la salle comble pour la grande soirée d'hier. Tout à fait, alors ça aussi, on est super contents évidemment, salle comble, donc c'est super. Et puis, moi j'ai trouvé que le public, dans son ressenti, avait vraiment adhéré définitivement au concept d'Étoile équestre cette année, et ça c'est une vraie satisfaction aussi. Et personnellement, j'aurais voté pour la gagnante, donc je suis super contente aussi. Et ben voilà, tout est bien qui finit bien. Voilà, nous aussi, on va terminer. Je vous remercie, Anne. Merci. Toutes vos équipes, parce qu'on s'est régalé. Ouais, une super édition encore. Exactement, c'était juste génial. On a hâte déjà d'être l'année prochaine. Je tiens à remercier aussi, parce que vous avez remercié toute votre équipe, et nous aussi, ici pour l'émission, ça a été un travail d'équipe. Derrière la caméra, Vincent Touzin, Gaëtan Ribaud, Michael Poncelin, caméra et montage, parce que, croyez-moi, on court partout pour faire monter la journée. Laurent Perry de Chrysalide Film qui gère toute la réalisation, Estelle Combeau qui coordonne tout, Jean-Christophe Dupuis évidemment, qui a mis tout ça en place. Merci à tout le monde. Merci. Et merci Carole. Merci à vous Pascal. Merci à vous et aussi. puis on dit merci à l'année beaucoup. prochaine. Et puis oui. c'est une tradition, on se quitte sur un petit best-of de ce salon. Et ouais, super. Allez, on finit en beauté. Merci encore. Merci à vous tous et vous pouvez bien sûr revoir tout ça en replay sur YouTube autant de fois que vous voulez, n'hésitez pas. Ciao, ciao.